Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence avec le docteur Denis Coester, qui est médecin anesthésiste, réanimateur, enseignant en hypnose et en coaching, doublement diplômé en médecine anti-âge et médecine de prévention. Régulièrement invité à partager son expérience dans les médias, CNews, Europe 1, France 2, Forbes, Pure Santé, auteur publié notamment chez Larousse et Albin Michel, auteur du premier livre en français sur le biohacking. Comment ça va, Denis? Eh ben, ça va super bien. Merci Michel de cette invitation. Bonjour à toutes et à tous les membres de cette charmante communauté. Oui, eh bien c'est ça, Denis. Aujourd'hui, on t'invitait justement pour que tu nous parles du biohacking, parce que toi, on sait que tu es, comme on vient de dire, tu as été le premier à écrire un livre sur le biohacking en français. Et ça nous demande, ça nous pose quand même quelques questions. C'est quoi ça, le biohacking? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Qu'est-ce que c'est? Alors, avant de te répondre, déjà, je vais prendre la base, hein. La base, c'est tout simplement un nom qui est issu de deux mots. Le mot bio, la vie, et hacking, qui peut se traduire comme, évidemment, on peut utiliser le mot de piratage, hein, comme c'est utilisé en informatique, mais je préfère utiliser le terme de prise de contrôle. En fait, l'idée, c'est de prendre le contrôle de sa vie à travers la prise de contrôle de sa propre biologie. En fait, l'idée, c'est de comprendre que on peut agir sur notre corps, on peut agir sur notre esprit à partir du moment où on prend le contrôle de notre environnement interne et notre environnement externe. L'environnement interne, c'est par exemple nos pensées, nos émotions, nos hormones. Tout ça, c'est l'environnement interne, notre microbiote aussi. Et puis, il y a l'environnement externe. L'environnement externe, ça va être le stress que nous subissons, ça va être les aliments que nous mangeons. À partir du moment où nous maîtrisons notre environnement interne et externe, nous avons un contrôle réel sur notre propre vie. En fait, il faut comprendre, ça c'est un domaine dont on pourra beaucoup plus parler, mais que nous naissons avec un certain nombre de gènes, hein, c'est ce que l'on appelle la génétique, mais nos gènes vont plus ou moins s'exprimer en fonction de notre environnement, et ça c'est ce que l'on appelle l'épigénétique. Alors, comment je suis venu à m'intéresser justement à cette idée du biohacking qui concrètement consiste en l'optimisation de nos capacités mentales et physiques? Eh bien, en fait, il faut qu'on voit ça par rapport à mon propre cheminement et mon parcours professionnel. Comme tu l'as dit, moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur, c'est-à-dire que mon rôle en tant que réanimateur était de faire en sorte que les personnes très gravement malades puissent survivre. Ensuite, en tant que médecin, évidemment, mon but, hein, c'est que les personnes puissent survivre en bonne santé. Mais je me suis dit qu'il manquait quelque chose, il manquait une partie mentale. Alors c'est pour ça que je me suis intéressé, comme tu l'as dit, au coaching et à l'hypnose. Ainsi, j'avais comme ça une vue globale de la personne. C'est vraiment important pour moi d'avoir une prise en charge de la médecine corps-esprit. Donc le corps, c'est toute la partie médicale et l'esprit, c'est toute la partie coaching et hypnose. Et en fait, après, je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin et j'ai découvert ce que l'on appelle la médecine anti-âge, c'est-à-dire la médecine de prévention du vieillissement. Et ça m'a permis de vraiment voir que l'on pouvait utiliser nos techniques non plus pour être en bonne santé, mais pour prévenir le vieillissement. Et de là, mes réflexions m'ont amené à me dire qu'on pouvait aller encore plus loin, on pouvait aller non plus chercher à bien vieillir, mais plutôt à vivre longtemps en bonne santé, en optimisant toujours notre santé corps-esprit. Et c'est ainsi que j'ai découvert que c'était le biohacking. Voilà. Donc le mot, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un mot qui vient des États-Unis, qui a été créé par un certain Dave Asprey, qui est entrepreneur en Californie. Mais en tout cas, c'est un mot qui s'est après développé beaucoup dans le milieu de l'optimisation, notamment de la longévité et de toutes les personnes intéressées par les performances mentales et physiques. Ah ouais, moi, ce que je trouve quand même intéressant, là, c'est quand tu parles de génétique et de hacking et que tu parles d'épigénétique. Alors, est-ce que c'est un peu dans cette optique qu'on va aller faire du biohacking en faisant en sorte qu'il y a des gènes qui vont arrêter de s'exprimer et d'autres qui vont commencer à s'exprimer? Donc, on va faire en sorte que ce soit les gènes les plus importants qui vont s'exprimer et ceux qui sont les plus bienfaisants pour notre corps, j'imagine, hein? Tout à fait, tout à fait. Tu as tout à fait raison, Michel. En fait, il faut bien comprendre que nous naissons avec un certain nombre de gènes. Nous avons les gènes qui viennent
du père, des gènes qui viennent de la mère. Et donc tout ça, ça va faire notre génome, c'est-à-dire ça va donner l'ADN qui est au plus profond de nos cellules et qui va donner finalement le plan d'action pour la construction de nos organes et de notre vie. Mais il faut savoir que nous avons énormément de gènes qui, quelque part, sont silencieux et qui vont ou non se déclencher en fonction de notre mode de vie, de notre environnement. Par exemple, on peut très bien avoir des gènes prédisposant, je vais être très schématique, mais à des maladies graves comme le cancer, mais à partir du moment où nous avons une vie saine, nous avons moyen de ne pas exprimer ces gènes et donc d'éviter d'avoir le cancer. À l'inverse, si nous n'avons pas de prédisposition génétique au cancer, mais que nous avons une vie avec notamment des toxiques, si on boit trop d'alcool, si on fume alors que nous n'avons pas de prédisposition génétique, nous pouvons finalement faire en sorte que certains gènes qui n'auraient jamais dû s'exprimer vont s'exprimer et comme ça provoquer des maladies. En fait, l'idée, c'est de comprendre que le biohacking ou en fait cette recherche d'action sur l'épigénétique, c'est vraiment le vrai sens de la liberté. En fait, on a toujours l'impression qu'on est libre, mais en fait, on n'est pas libre. On est finalement quelque part un peu prisonnier de nos gènes. Nous sommes un peu prisonniers aussi de tous les enseignements que l'on a pu avoir de nos parents, de l'éducation, etc. Mais tout ça, ce n'est pas une fatalité. Nous avons par notre mode de vie un moyen d'agir sur nos génomes, sur notre génome, ça donc l'épigénétique. Nous avons aussi un moyen d'agir sur notre cerveau via ce que l'on appelle la neuroplasticité. Donc c'est vraiment important et c'est vraiment un message extrêmement puissant que j'aimerais transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que il n'y a pas de fatalité. Nous avons moyen d'agir sur notre corps, nous avons moyen donc autant que faire se peut d'éviter certaines maladies par notre mode de vie. Et une fois que nous avons évité ces maladies, nous avons moyen d'aller chercher à optimiser notre santé, nos performances et chercher à avoir une vie plus longue et plus heureuse. Parce qu'en fait, il est vrai que on avait l'occasion de discuter ensemble du fait que l'espérance de vie avait tendance plus ou moins à décliner dans les pays occidentaux là, depuis quelques années, plus particulièrement à cause de maladies chroniques, hein. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, les maladies chroniques sont un véritable fléau qui justement a fait diminuer l'espérance de vie. Mais là encore, j'insiste, il n'y a pas de fatalité. Je vais raconter une histoire personnelle, hein. Moi, j'ai actuellement 50 ans et c'est vrai que jusqu'au décès de mes parents, je n'ai pas forcément pris la mesure de tout cela. En fait, je pratiquais la médecine, le biohacking, la médecine de la longévité pour les autres, mais je n'avais pas vraiment cherché à appliquer ça sur moi. Alors j'ai eu un peu le déclic au décès de mes parents. Mon père est décédé avec plusieurs maladies chroniques, hein, surpoids, diabète, cholestérol, cancer, leucémie. Et ma mère, maladie de Alzheimer, maladie auto-immune et maladie inflammatoire. En fait, à eux deux, mes parents cochaient toutes les cases des maladies chroniques et des maladies de l'âge. Eh bien, je me suis dit, voilà, j'ai 50 ans, mais ce n'est pas une fatalité. Je peux faire en sorte de changer ça par le mode de vie. Et c'est justement un petit peu le sens du biohacking que j'ai développé pour moi-même et que maintenant je fais en sorte de développer pour le maximum de personnes. Ouais, ouais, ben, moi aussi, j'ai eu une expérience comme ça parce que mon père avait une maladie rare qui était la DIMOP, la dystrophie oculopharyngée. Et c'était justement des gènes qui s'exprimaient, qui auraient pu ne pas s'exprimer. Et c'est beaucoup dans l'environnement. Et moi j'ai toujours pensé que c'était dans la nourriture parce que la nourriture qu'on avait ici, c'était pas une nourriture très, très saine, je pourrais te dire. Beaucoup de pain, beaucoup de choses. Et on sait aujourd'hui que le pain est rempli de sucre. On sait que c'est rempli de toutes sortes de choses malsaines. Donc, je me suis toujours dit, si l'AMSI aurait changé son environnement, peut-être que ces gènes se seraient moins exprimés. Ces fameux gènes qui créaient la maladie. Et je sais que le biohacking, tu travailles beaucoup sur l'environnement aussi, Denis. Je pense que tu travailles sur le sucre, hein, sur le tabac, etc. Donc, toi, tu as fait des recherches dans tous ces sens avec le biohacking. Alors, qu'est-ce que dans notre environnement peut vraiment venir perturber cette fameuse environnement qui change l'épigénétique? Ok. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'espérance de vie dans les pays occidentaux a tendance à baisser.
notamment par rapport aux maladies chroniques que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et comme je disais, mes parents ont coché toutes les cases. Et donc, parmi ces maladies chroniques qui, a priori, vont nous emporter, de toute façon, malheureusement, même si l'espérance de vie, elle atteint à peu près 80 ans dans les pays occidentaux, globalement, sauf accident, les personnes qui ne meurent pas de vieillesse actuellement meurent de 4 maladies différentes, qu'on va appeler les 4 tueurs. Il y a les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, les cancers et les maladies neurodégénératives. Maladie cardiovasculaire, exemple, l'infarctus du myocarde ou l'accident cérébral. Maladie métabolique, c'est par exemple le diabète ou le sang métabolique. Cancer, donc tous les types de cancers divers et variés. Et maladies neurodégénératives, ce que l'on peut appeler le Alzheimer, le Parkinson ou toutes les maladies neurologiques que l'on peut voir avec l'âge. Ce qui est intéressant, c'est que ces 4 tueurs, qui sont vraiment les grands tueurs de notre époque, ont des points communs. Et ces points communs, c'est notamment l'environnement. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport au biohacking, c'est-à-dire maîtriser son environnement, ça peut permettre d'éviter d'avoir affaire à ces maladies. Et parmi, je dirais, les points communs environnementaux à ces maladies, il y a notamment le tabac, qui reste un énorme fléau, même s'il y a de moins en moins de personnes qui fument, le sucre, qui est un ennemi méconnu, trop méconnu hélas, mais qui fait de véritables ravages. Il y a également le stress, on parle beaucoup du stress et finalement on banalise un petit peu le stress, mais le problème c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point le stress est un véritable facteur de risque de toutes les maladies que j'ai citées, hein. Et il y a également le manque de sommeil. Le sommeil, ça paraît relativement bête en fait. On a l'impression que c'est facile parce que tout le monde se dit, bah oui, la nuit je dors. Mais en fait, les troubles de sommeil sont un vrai facteur de maladie parmi les 4 tueurs que j'ai expliqués. Alors, il y a une dernière partie qui est vraiment essentielle, mais je dirais c'est moins ma partie parce qu'en tant que médecin, c'est peut-être pas mon corps de métier, mais le dernier élément, c'est la sédentarité. C'est vrai qu'à partir du moment où, et ça c'est un vrai problème à notre époque, on est sédentaire, où en fait on passe notre temps à regarder des séries, on passe notre temps à regarder des applications, on ne cherche même plus à marcher, on va prendre les transports, et puis on néglige l'aspect physique, on a l'impression que de toute façon on n'a pas le temps de faire du sport, et puis de toute façon faire du sport c'est casse-pied, etc. Et donc on néglige toute cette partie, et bien souvent on néglige l'activité physique alors qu'elle est vraiment essentielle. Donc si on récapitule, 4 grands tueurs: maladie cardiovasculaire, maladie métabolique, cancer, maladie neurodégénérative. Et là-dedans, effectivement, il y a des points communs qui sont le tabac, le sucre, le manque de sommeil, le stress et donc également en plus la sédentarité. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir et finalement relativement simplement à partir du moment où on a la bonne méthode. C'est ça, simplement à partir du moment où on a la bonne méthode. Alors toi, c'est ça, tu as développé des méthodes, des méthodes comme ça au fil du temps, j'imagine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu nous en parles. Alors, j'imagine que l'idéal, ça serait de parler de chacun des tueurs. Euh, je ne sais pas comment tu pourrais. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez long? Est-ce qu'on devrait faire une conférence pour chacun des tueurs, tu penses? Ou est-ce qu'on peut en Oh, parler de plus? oui, je pense que ça serait certainement intéressant en fait de reprendre le temps. De toute façon, on en a pas mal discuté ensemble, Michel, et c'est vrai que tu m'as fait l'amitié de m'inviter et de me proposer de parler de différents sujets qui me tenaient à cœur. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de développer justement ces problématiques une par une et pour voir un petit peu comment éventuellement je pourrais donner quelques pistes pour Ouais. pouvoir justement s'en sortir. Alors, quand je disais la bonne méthode, j'ai pas la prétention d'avoir la méthode et d'avoir la vérité. Ça serait très présomptueux de dire que j'ai la vérité. Mais par contre, ce que je peux transmettre, c'est le résultat de toutes mes recherches et de mon expérience en cabinet, euh, qui m'ont fait comprendre certaines choses et déjà une chose essentielle. Comme je l'ai déjà dit, ce qui m'intéresse, c'est la santé corps-esprit. Quand j'ai fait médecine, je trouvais qu'il manquait toute la partie mentale, d'où l'intérêt du coaching et de l'hypnose.
Parce que nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas qu'un esprit. Et si on veut prendre en main notre santé, il faut prendre notre santé avec une méthode corps-esprit, systématiquement. Si on prend en considération que le corps, on passe à côté d'une partie de la vérité. Si on prend en considération que l'esprit, on passe à côté d'une vérité. Vraiment, moi, j'ai le goût d'utiliser des techniques corps-esprit et plus particulièrement par rapport aux problématiques dont nous avons parlé jusqu'à présent. Parce que quand tu dis corps-esprit, ce qui me vient à l'idée, ce qui me vient en tête, c'est vraiment l'effet placebo. Hein. Souvent, les docteurs, les gens qui font des recherches, ils vont toujours avoir l'aspect placebo. Et c'est prouvé qu'il y a des gens qui guérissent juste par l'esprit, juste par le fait de penser que c'est la bonne pilule. Oui, alors c'est tout à fait exact. Ce qui est amusant, c'est qu'au cours de mes études, tu vois, en tant qu'anesthésiste réanimateur, j'ai eu énormément d'heures de cours sur la pharmacologie, sur la physiologie, sur l'idée de comprendre comment les médicaments agissaient sur les structures métaboliques, les cellules, etc. Mais je n'ai pas eu un seul cours, pas un seul cours sur le placebo. Alors Ouais. qu'effectivement, d'après beaucoup d'études, le placebo, il aurait quand même une action curatrice, enfin, sans non plus aller trop dans l'excès, mais en tout cas, on observe quand même que le placebo a quand même une efficacité, ne serait-ce que dans 30% des cas. Eh bien, 30% des cas, c'est quand même déjà énorme. Effectivement, le placebo est un excellent exemple du fait que notre esprit peut agir sur le corps, mais ce qui est intéressant, c'est que l'inverse est vrai aussi. Notre corps peut agir sur notre esprit. Par exemple, quand on a un problème de digestion, quand par exemple on a mangé quelque chose qui ne convient pas, on se sent un petit peu lourd au niveau du ventre et puis on se sent un petit peu lourd aussi au niveau de la tête. Là, c'est un bel exemple du fait que notre corps va également agir sur notre esprit. Important de comprendre que nous sommes corps, esprit et que l'un influe sur l'autre et que si on veut optimiser l'un, il faut optimiser l'autre. Ah ouais, ça c'est vrai. Optimiser l'esprit. Donc tu joues aussi dans le fait d'optimiser notre esprit, là, non? Alors, dans le biohacking, c'est aussi, c'est pas juste prendre des bons aliments, être en forme, faire de l'activité physique, c'est aussi travailler sur son esprit. Oui, bien sûr. En fait, pour être schématique, je vais reprendre des mots anglais parce que c'est comme ça Ouais. que ça a été un peu créé. Mais le biohacking, quelque part, il y a le mind hacking, donc le hacking de l'esprit, et le body hacking, le hacking du corps. Et l'un ne va pas sans l'autre. En fait, c'est vraiment important toujours de prendre en considération le corps et l'esprit. Par rapport aux problématiques que nous avons parlé tout à l'heure, que ce soit le sucre, le tabac, le manque de sommeil ou le stress, là encore, ce sont des problématiques qui sont toujours corps-esprit. Si on prend par exemple le tabac, en fait, il y a une addiction physiologique à cause de la nicotine, hein, ça tout le monde le sait, mais il y a également une addiction mentale par les programmations qui ont été faites au cours des années. Et ça, c'est vrai pour le tabac, mais c'est également vrai pour le sucre, c'est également vrai pour le stress, et c'est également vrai par rapport aux troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, il y a une partie physiologique, mais également une partie psychologique. Si par exemple, mettons, là encore, je vais reprendre l'alimentation, si on mange mal le soir, qu'on mange trop lourd, donc à quelque chose qui est purement physiologique, on va avoir du mal à s'endormir. De la même façon, si on a des pensées récurrentes, on aura aussi du mal à s'endormir. Donc toujours des choses qui sont corps-esprit. On ne peut prendre en charge, à mon sens, ce genre de problématique qu'à partir du moment où on propose un accompagnement corps et esprit. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Alors moi, c'est ce que je pense que l'idéal va être de parler de chacun des grandes soirs avec toi, OK? Denis. Donc, on va se faire quelques conférences. Les amis, si vous voulez en savoir plus, je vais justement mettre toutes les informations dans la description qui est sous cette vidéo ou à côté de cette vidéo, dépendant que vous êtes sur Facebook ou YouTube. Alors, vous allez avoir toutes les informations pour assister aux prochaines conférences. Alors, ce que je voudrais que tu nous dises aujourd'hui, Denis, c'est vraiment comment tu verrais ça, toi? Est-ce qu'on fait une conférence sur le sucre, sur le sommeil? Comment tu Oui, verrais ça? je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. De toute façon, je crois qu'on était parti sur l'idée qu'on allait organiser 4 rencontres. Tu m'avais dit d'être Ouais, bref. Tu as vu, je parle beaucoup, donc tu ouais. m'as imposé d'être bref et je pense que c'est bien pour pouvoir passer des vrais messages.
Oui, on pourrait effectivement parler du sucre, du tabac, des troubles du sommeil et du stress, parce que ce sont des problématiques qui sont très souvent exprimées par les patients, et c'est des problématiques qui, avec la sédentarité dont je parlais également, sont vraiment bien souvent euh, associées, voire même causales, des tueurs dont je parlais. Donc je récapitule ces tueurs parce que c'est vraiment Ouais. essentiel, parce que malheureusement, c'est hélas probablement d'une de ces problématiques que nous allons partir de cette terre: les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, les cancers, les maladies neurodégénératives. Ouais, ouais, ouais. Alors, je pense qu'il faudrait commencer par un des plus grands tueurs. Moi, je dis, c'est le sucre. Le sucre, c'est terrible. Ok. Il y a des gens, moi, tu sais, je fais du gym et tout, puis il y a des gens qui font les régimes keto, je pense que c'est ça. Ouais. Donc, ils enlèvent tout le sucre. Ils ont arrêté de manger le pain, le riz, etc. Ça leur fait tellement du bien. Moi, je vois ces gens-là. C'est fou le bien, tout le bien que ça peut faire de Clairement. stopper le sucre. Alors, je pense qu'il faut vraiment, moi et toi, et surtout Ouais. toi, que tu nous parles du sucre, de tous les malfaits que ça peut faire sur notre corps, le sucre. Je pense que ça serait vraiment l'idéal là, de Ok. commencer Bah, une belle écoutez, petite conférence. prochain webinaire, on parle du sucre, c'est aucun problème. Aucun problème, avec grand, grand plaisir. Grand, grand plaisir. Et le deuxième, ça serait quoi, d'après toi, le pire? On peut parler du tabac, parce que même s'il y a de moins en moins de personnes qui fument, le tabac reste une vraie, vraie problématique. Et puis, il faut être tout à fait honnête, les patchs ou la cigarette électronique, c'est pas terrible, terrible. Ah ouais, ouais, c'est un fait ça. Mais peut-être le stress, ça serait encore mieux. Tu sais, le stress, j'ai eu du stress dernièrement, ça nous coupe le souffle aussi. Puis je pense que il y a beaucoup plus de monde qui sont impactés par le stress. Peut-être qu'on pourrait faire notre deuxième conférence sur le stress. Comme, C'est aussi un des grands soirs, le stress. Et presque tout le monde est pris par le stress avec tu sais, le métro, boulot, dodo, le métro, justement, l'autobus, etc. Et arriver à l'heure, tu sais, on est toujours sur un stress, on dirait, dans nos vies. eh ben, allez, n'importe. Enfin, de toute façon, je pense qu'effectivement, l'important, c'est qu'on fasse les quatre. Après, on verra dans quel ordre, mais en tout cas, les quatre. Je serais ravi de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre dans mes recherches, mon expérience sur ces sujets, en tout cas. OK. Alors, Denis, je pense que c'est bon. Je pense on va terminer sur ça pour aujourd'hui. Et OK? puis, on se revoit, les amis. On se revoit très bientôt. Regardez bien dans la description. Je vais la mettre à jour là, aujourd'hui même. Donc, regardez la description. Vous avez la date des conférences, des prochaines conférences. Et il y a aussi dans la description un petit cadeau. Alors, nous vous donnons un e-book qu'a fait Denis. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus de ton petit e-book que nous allons donner gratuitement à tous ceux qui vont s'inscrire aux conférences. Oui, alors de toute façon, il y a effectivement un e-book que j'ai écrit qui s'appelle Neurobiohacking, hein, 7 secrets pour devenir un athlète de haut niveau du cerveau. Donc, ça Ouais. reprend différentes choses que j'ai pu glaner comme information pour commencer à optimiser son cerveau. Donc, ça donne déjà des bases assez sérieuses sur tout un tas de petites techniques qui permettent d'aller mieux sur le plan mental et physique, puisque les deux sont toujours liés. OK. Alors, les amis, n'hésitez pas, vous allez dans la description, inscrivez-vous aux conférences et puis vous allez avoir gratuitement ce petit e-book là, d'une vingtaine de pages qui va être très, très, très utile pour vous. Alors, un grand merci, Denis, d'avoir été avec moi aujourd'hui, de nous avoir parlé justement du biohacking. Et je rappelle hein, que Denis est le premier à avoir écrit un livre sur le biohacking en français. Alors, les amis, n'hésitez pas à télécharger ce petit livre, à venir à notre prochaine conférence, et puis vous allez en apprendre encore beaucoup plus sur le sucre. Le sucre, un des plus grands tueurs, je vous le dis, il y a du sucre partout. Hein. Sachez qu'il y en a dans le pain, il y en a dans le riz, il y en a partout du sucre. Il faut faire attention, puis il faut le savoir. Alors, Denis, merci beaucoup encore, et puis on se revoit Merci à toi, Michel. À très bientôt. à la prochaine conférence. Salut Au tout le monde. revoir. Au Bye revoir. bye.